Bonjour, je suis Sophia. L'assignation en justice est arrivée un mercredi matin, par courrier recommandé. J'ai signé pour la grosse enveloppe, je l'ai apportée à mon bureau à la maison, et je l'ai ouverte pendant que mon café refroidissait à côté de moi. Marcus Chin contre Jennifer Chin. Plainte pour fraude, fausse déclaration et abus de faiblesse sur personne âgée. J'ai lu le premier paragraphe 3 fois, certaine d'avoir mal compris quelque chose de fondamental à la réalité. Mon frère Marcus me poursuivait en justice pour avoir escroqué notre défunte mère. Selon la plainte, j'avais systématiquement manipulé et trompé Elizabeth Chin durant ces dernières années, lui extorquant des ressources financières substantielles par le biais de fausses déclarations de succès commercial et d'opportunités d'investissement fabriquées de toutes pièces. L'action en justice affirmait que j'avais convaincu maman de me donner plus de 400 000 $, de l'argent qui aurait dû, en toute justice, être partagé entre Marcus et moi en tant qu'héritage. Le problème avec le procès de Marcus était simple. C'était une pure fiction. Maman était décédée il y a 18 mois, après une brève lutte contre un cancer du pancréas. Durant sa dernière année, j'avais été sa principale aidante, prenant un congé de mon travail pour gérer ses rendez-vous médicaux, coordonner ses soins, et simplement être présente. Marcus était venu lui rendre visite 2 fois. Une fois lorsqu'elle a été diagnostiquée, et une autre fois 3 jours avant sa mort. La succession de maman avait été simple. Elle avait laissé sa modeste maison pour qu'elle soit vendue, et que les profits soient partagés équitablement entre nous. Marcus a reçu 127 000 $. J'ai reçu 127 000 $. Son avocat, Thomas Wright, avait tout exécuté dans les règles de l'art. Il n'y avait pas d'actifs cachés, pas de transfert mystérieux, pas de montant contesté, sauf que maintenant, Marcus prétendait le contraire. Il affirmait que j'avais reçu 400 000 $ supplémentaires en prêts et investissements que maman lui avait cachés. De l'argent que j'aurais obtenu frauduleusement et que je devais restituer avec des dommages et intérêts, et les frais de justice. J'ai immédiatement appelé Thomas Wright. Jennifer, j'ai entendu parler du procès. Sa voix était sombre. L'avocat de Marcus m'a contacté la semaine dernière pour me demander des dossiers financiers. Je lui ai déjà tout envoyé. La succession de votre mère était parfaitement claire. Il n'y a pas de transfert caché. Alors pourquoi fait-il ça? Honnêtement, je pense qu'il a des difficultés financières et qu'il cherche à obtenir de l'argent. Les accusations sont sans fondement, mais se défendre dans un procès coûte cher, même quand on est innocent. Beaucoup de gens règlent à l'amiable juste pour éviter les frais de justice. Je ne réglerai pas à l'amiable. Je ne pensais pas que vous le feriez, mais soyez prête. Ça va devenir sordide. Il avait raison. Marcus avait engagé Gerald Davison de Davison Legal Associates, un cabinet de taille moyenne spécialisé dans les litiges successoraux et financiers. J'ai immédiatement fait des recherches sur eux. Le cabinet avait la réputation d'utiliser des tactiques agressives et d'avoir une éthique discutable. 3 plaintes distinctes auprès du barreau au cours des 5 dernières années, toutes rejetées mais documentées. Leur stratégie semblait être de déposer des plaintes spectaculaires avec des accusations explosives, générant une publicité négative pour les défendeurs, puis de pousser à des règlements à l'amiable avant que les affaires n'aillent au procès. Gerald Davison lui-même était un diplômé de Harvard Law de 48 ans, et exactement le genre d'avocat qui valorisait la victoire plus que la vérité. Son site web présentait des témoignages de clients louant sa défense acharnée et ses stratégies juridiques créatives. Ce que le site ne mentionnait pas, c'est que Davison Legal Associates avait des difficultés financières. Un contact dans le milieu juridique m'a envoyé un article d'une publication spécialisée. Le cabinet avait récemment perdu 2 clients majeurs et cherchait des capitaux pour financer une expansion dans le droit des sociétés. Ils avaient recruté plusieurs nouveaux associés, mais avaient besoin de fonds de roulement pour soutenir cette croissance. C'est là que j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Davison Legal Associates avait récemment obtenu un financement de 3 400 000 $ d'un investisseur anonyme, opérant par l'intermédiaire de Horizon Capital Management. L'investissement avait été finalisé il y a 4 mois, permettant au cabinet de louer de nouveaux bureaux, d'embaucher du personnel supplémentaire, et de promouvoir leurs services élargis. L'investisseur anonyme, c'était moi.
Je devrais expliquer comment une femme de 29 ans s'est retrouvée avec suffisamment de capital pour financer anonymement un cabinet d'avocats. Quand j'avais 22 ans, fraîchement diplômée en finance, j'ai rejoint une petite société d'investissement en tant qu'analyste junior. Le salaire était terrible, les heures brutales, mais j'ai appris tout ce que je pouvais sur la gestion de portefeuille, l'évaluation des risques et l'analyse de marché. Après 2 ans, j'ai démissionné pour lancer ma propre entreprise, une plateforme de conseil robotisée qui démocratisait les stratégies d'investissement pour les gens ordinaires. C'était avant le boom des smartphones, au début de la fintech, et mon timing était accidentellement parfait. La plateforme a gagné en popularité en 3 ans. Nous avions 200 000 utilisateurs et avons attiré l'attention d'une grande institution financière. Ils nous ont rachetés quand j'avais 27 ans pour 68 millions de dollars. Ma part m'a rapporté 31 millions de dollars après impôts et paiements aux investisseurs. J'aurais pu prendre ma retraite. Au lieu de ça, j'ai utilisé ce capital pour devenir une investisseuse providentielle, business angel, et une investisseuse en capital risque. J'ai financé des entreprises en phase de démarrage, investi dans l'immobilier commercial, et construit un portefeuille diversifié géré par plusieurs sociétés d'investissement pour préserver ma vie privée. Je vivais aussi modestement, non par fausse humilité, mais parce que j'avais vu trop de gagnants du loto et de millionnaires soudain se détruire avec l'inflation de leur style de vie. J'ai gardé le même appartement, conduit une voiture pratique, et me suis concentré sur la construction d'une richesse durable plutôt que de l'afficher. Ma famille savait que j'avais eu un certain succès avec ma start-up. Ils n'en connaissaient pas l'ampleur. Maman savait que j'étais à l'aise financièrement. J'avais discrètement payé ses frais médicaux et ses soins à domicile pendant sa maladie, mais je n'avais jamais révélé toute la situation. Elle n'avait pas demandé, et je ne m'étais pas porté volontaire. Marcus en savait encore moins. Nous n'avions jamais été proches. Il avait 4 ans de plus, travaillait dans la vente de produits pharmaceutiques, et avait toujours mesuré le succès à l'aune de marqueurs visibles, voitures chères, vêtements de marque, vacances somptueuses. Quand ma start-up a été vendue, je l'avais mentionné nonchalamment. Il avait semblé peu intéressé, qualifiant les entreprises technologiques de paris risqués. Maintenant, il me poursuivait, prétendant que j'avais escroqué notre mère pour financer mon style de vie. L'ironie était presque amusante. Mon investissement dans Davison Legal Associates avait été purement stratégique. Horizon Capital Management, l'une de mes sociétés d'investissement, m'avait présenté l'opportunité il y a 6 mois. Le cabinet était en pleine expansion, avait besoin de capital d'exploitation, et offrait une structure de rendement solide avec des options sur actions. J'avais examiné leurs finances, rencontré leurs associés directeurs anonymement par l'intermédiaire d'intermédiaires, et approuvé l'investissement. C'était une transaction professionnelle, sans lien de dépendance, et complètement distincte de toute affaire personnelle, jusqu'à ce que mon frère les engage pour me poursuivre. Quand j'ai reçu l'assignation, j'ai immédiatement vérifié mon portefeuille d'investissement. Davison Legal Associates était toujours là, avec 3 400 000 $ finançant leur expansion, mon capital soutenant leurs opérations. Je suis restée assise dans mon bureau pendant 20 minutes, à analyser la situation. Mon propre argent finançait le cabinet d'avocats qui m'attaquait avec des accusations fabriquées. La décision était simple. 2 mois après avoir reçu l'assignation, j'étais assise dans une salle de conférence chez Davison Legal Associates pour ma déposition. Marcus était assis en face de moi avec Gerald Davison. Mon avocate, Patricia Moore, d'un grand cabinet de contentieux, était à mes côtés. Une sténographe judiciaire a positionné son équipement au bout de la table. Gerald Davison était exactement comme je m'y attendais. Costume cher, posture agressive, confiance étudiée. Il a passé la première heure à poser des questions indiscrètes sur mes finances, mes affaires, et ma relation avec maman. Mademoiselle Chin, pouvez-vous expliquer comment une femme de 29 ans peut se permettre un style de vie qui inclut des voyages internationaux, des achats de luxe, et d'importants dons de charité? Je travaille dans la gestion d'investissement et le capital risque. Faisant quoi, exactement? J'investis dans des entreprises en phase de démarrage et je gère un portefeuille diversifié. Et où avez-vous obtenu le capital pour ces investissements? J'ai vendu une entreprise que j'ai fondée. Pour combien?
Le prix de vente était de 68 millions de dollars. Mes revenus personnels étaient d'environ 31 millions de dollars après impôts. Le silence se fit dans la pièce. Le visage de Marcus passa par la confusion, l'incrédulité, puis la colère. La confiance étudiée de Gerald Davison vacilla. Vous prétendez avoir reçu 31 millions de dollars de la vente d'une entreprise? Son ton laissait entendre que je venais d'avouer avoir braqué une banque. Je ne le prétends pas. C'est un fait documenté. L'acquisition était de notoriété publique. Je peux fournir des états financiers, des déclarations de revenus, et une vérification par un tiers. Si vous aviez 31 millions de dollars, pourquoi auriez-vous eu besoin d'escroquer votre mère de 400 000 dollars? Je n'en aurais pas eu besoin. Et je ne l'ai pas fait. La prémisse de ce procès est fausse. Marcus se pencha en avant. Alors, explique les transferts d'argent que maman t'a fait durant sa dernière année. Quel transfert d'argent? Gerald feuilleta des papiers. Nous avons la preuve de multiples paiements d'Elizabeth Chin à Jennifer Chin, totalisant 180 000 dollars dans les 18 mois précédant le décès de Madame Chin. Je regardai Patricia. Elle hocha la tête. C'étaient des remboursements, dis-je calmement. J'ai payé les frais médicaux de maman, les soins à domicile, les médicaments, et les frais de subsistance pendant sa maladie. Elle a insisté pour me rembourser avec ses économies. Chaque transaction est documentée avec des reçus et des factures médicales. C'est bien pratique. C'est la vérité. Thomas Wright, l'avocat de la succession de maman, a toute la documentation. Je n'ai jamais demandé de remboursement, maman a insisté. Et le total était de 180 000 dollars, pas de 400 000. D'où viennent vos 220 000 dollars supplémentaires? La mâchoire de Gerald se crispa. Nous pensons qu'il y a eu d'autres transferts non déclarés. Basés sur quelle preuve? Sur la base de l'écart de style de vie entre vos revenus déclarés et vos habitudes de dépenses. Mon style de vie est financé par 31 millions de dollars d'actifs liquides et des retours sur investissement continu, pas par la fraude. La déposition a continué pendant encore 2 heures. Gerald posait des questions de plus en plus désespérées, essayant de trouver des incohérences dans mon histoire. Il n'y en avait aucune. Chaque réponse était documentée, vérifiable, et complètement légitime. Alors que nous nous préparions à partir, Gerald fit une dernière déclaration. Mademoiselle Chin, les preuves suggèrent que vous vivez bien au-delà des moyens raisonnables pour quelqu'un de votre âge. Personne de votre âge ne gagne ce que vous prétendez sans activité illégale. Je l'ai regardé dans les yeux. Est-ce un argument juridique ou une opinion personnelle? C'est la réalité. Alors la réalité devrait être très intéressante lorsque nous arriverons au procès. L'audience préliminaire était prévue pour un mardi matin, 3 mois après la plainte initiale. C'était une formalité de procédure. L'avocat de Marcus présenterait ses arguments pour que le procès se poursuive. Mon avocate plaiderait pour un non-lieu, et le juge trancherait. Je suis arrivé tôt, habillé de manière professionnelle, mais sans ostentation. Patricia m'a retrouvé dans le couloir. Ils vont soutenir que l'affaire est fondée sur des anomalies financières circonstancielles, dit-elle. Nous allons contrer avec la documentation de vos sources de revenus légitimes. Le juge laissera probablement l'affaire passer à la phase de communication des pièces, mais je suis convaincu que nous obtiendrons un non-lieu avant le procès. Combien de temps? 6 mois, peut-être 1 an. C'est long d'avoir ça qui pèse sur moi. Malheureusement, c'est exactement ce sur quoi ils comptent. Ils veulent vous user suffisamment pour que vous acceptiez un règlement à l'amiable. Nous sommes entrés dans la salle d'audience. Marcus et Gerald Davison étaient déjà assis à la table du demandeur. Marcus ne voulait pas croiser mon regard. Gerald avait cette même confiance étudiée, feuilletant des papiers avec une efficacité théâtrale. La juge Sarah Brennan entra et nous nous levâmes. Elle avait la fin de la cinquantaine, une réputation de décision pragmatique et d'impatience face aux litiges futiles. Gerald présenta son cas avec un flair dramatique. Votre honneur, cette affaire concerne un schéma clair de manipulation financière et de fraude.
La défenderesse a systématiquement trompé sa mère âgée, extrayant des fonds substantiels sous de faux prétextes. Elle prétend avoir des revenus légitimes d'entreprise, mais les chiffres ne tiennent tout simplement pas la route pour quelqu'un de son âge. La juge Brennan ne semblait pas impressionnée. Votre client a-t-il des preuves réelles de fraude, ou simplement des soupçons basés sur l'âge? Nous avons des preuves de transfert financier, d'incohérence de style de vie, et un schéma de comportement qui suggère. Des preuves ou des soupçons, Monsieur Davison? Nous pensons que la phase de communication des pièces révélera. J'ai demandé ce que vous avez maintenant. Gérald pivota. Nous avons documenté des transferts totalisant 180 000 $ d'Elizabeth Chin à Jennifer Chin. Nous avons des preuves que Jennifer Chin mène un style de vie dépassant de loin le revenu typique de quelqu'un dans la vingtaine. Et nous avons des inquiétudes quant à la légitimité de son prétendu succès commercial. Maître Moore, la juge Brennan se tourna vers Patricia. Patricia se leva. Votre honneur, chaque transfert mentionné par Monsieur Davison était un remboursement pour des frais médicaux que la défenderesse a payés au nom de sa mère. Nous avons les reçus, les factures médicales, et la documentation prouvant chaque dollar. Quant aux revenus de la défenderesse, elle a vendu une entreprise technologique pour 68 millions de $. L'acquisition était de notoriété publique, couverte par les médias économiques, et entièrement documentée par la SEC. Son succès est légitime, vérifiable, et n'a rien à voir avec la succession de sa mère. La juge Brennan regarda Gérald. Avez-vous des preuves contredisant ces affirmations? Nous pensons que les chiffres de la vente de l'entreprise sont exagérés. Avez-vous des preuves? Pas encore, mais... Alors nous en avons terminé ici. Ce procès semble être basé sur un conflit familial au sujet d'un héritage, et non sur une fraude réelle. Je suis encline à rejeter l'affaire avec préjudice, à moins que vous ne puissiez me montrer quelque chose de substantiel. C'est là que Gérald a commis son erreur fatale. Votre honneur, avec tout le respect que je vous dois, personne de l'âge de la défenderesse ne gagne légitimement ce qu'elle prétend. Toute la prémisse défie la crédibilité. Nous pensons que la communication des pièces prouvera une malversation financière. L'expression de la juge Brennan se durcit. Monsieur Davison, je n'ai pas l'habitude de laisser des procès se poursuivre sur la base de votre scepticisme personnel quant au succès des jeunes. Avez-vous des preuves réelles de fraude? Nous avons des preuves circonstancielles. Des preuves réelles, Monsieur Davison. Pas de la discrimination fondée sur l'âge déguisée en argument juridique. Le visage de Gérald devint rouge. Votre honneur, mon client croit. Les croyances de votre client ne sont pas des preuves. La juge Brennan me regarda directement. Mademoiselle Chin, avez-vous la documentation de la vente de votre entreprise et de vos sources de revenus actuelles? Je me suis levée. Oui, votre honneur. Je peux fournir les accords d'acquisition, les états financiers, les déclarations de revenus des 7 dernières années, et une vérification par un tiers de la part de la société acquéreuse. Fournissez-les à Monsieur Davison dans les 10 jours. Monsieur Davison, si ces documents confirment les affirmations de Mademoiselle Chin, j'attends de vous que vous retiriez cette plainte immédiatement. Si vous continuez sans preuve, j'envisagerai des sanctions pour litige téméraire. La séance est levée. Le marteau est tombé. Gérald Davison avait l'air secoué. Marcus fixait la table, réalisant peut-être pour la première fois que son procès s'effondrait. Patricia et moi avons rassemblé nos affaires. En quittant la salle d'audience, j'ai sorti mon téléphone et envoyé un message à mon gestionnaire de patrimoine chez Horizon Capital Management. Avec effet immédiat, retirez tout le capital de Davison Legal Associates. Finalisez la transaction dans les 72 heures, conformément aux termes de l'accord d'investissement. Aucune exception. J'ai appuyé sur envoyer. Le téléphone de Gérald Davison se mit à vibrer dans sa poche. Mon gestionnaire de patrimoine, David Kim, m'a appelé 30 minutes plus tard. Jennifer, j'ai reçu votre message concernant Davison Legal Associates. Juste pour confirmer, vous voulez retirer l'intégralité de l'investissement de 3 400 000 $? Correct. Cela causera probablement d'importants problèmes opérationnels pour le cabinet.
Ils ont utilisé ce capital pour louer de nouveaux bureaux et embaucher du personnel. Un retrait soudain. Je comprends les implications. Procéder au retrait. Puis-je demander pourquoi? Le cabinet me poursuit actuellement pour fraude sur la base d'accusations fabriquées. Je ne finance pas les entités qui m'attaquent avec des litiges sans fondement. David resta silencieux un instant. Compris. Conformément à l'accord d'investissement, nous donnerons un préavis de 72 heures. Le retrait sera finalisé d'ici vendredi matin. Merci, David. Pour ce que ça vaut, leurs associés directeurs vont paniquer. Cela représente près de 60% de leur capital d'expansion. C'est regrettable, mais ils auraient dû faire une meilleure vérification préalable des affirmations de leurs clients avant de déposer des plaintes abusives. Nous avons raccroché. Je suis retourné à ma journée de travail normale, examinant les présentations de 2 startups prometteuses, participant à une réunion du conseil d'administration par vidéoconférence, et gérant mon portefeuille d'investissement. Je n'ai pas beaucoup pensé au chaos que je venais de déclencher. Le premier appel est arrivé mercredi soir. Un numéro inconnu que j'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Mademoiselle Chin, ici Robert Harrison, associé directeur chez Davison Legal Associates. Nous devons parler de toute urgence d'une affaire financière. Veuillez me rappeler immédiatement. J'ai supprimé le message. Le jeudi matin a apporté 3 autres appels du cabinet, que j'ai tous ignorés. Puis Gérald Davison a appelé de son numéro personnel. Jennifer, nous devons parler. De quoi, monsieur Davison? Appelez-vous pour discuter de votre procès sans fondement, ou est-ce autre chose? L'investisseur de notre cabinet a retiré ses fonds hier. 3 400 000 $ retirés avec un préavis de 72 heures. Nous essayons de comprendre pourquoi. Je suis sûr que ce ne sont que des affaires. Les investisseurs retirent du capital tout le temps. Le timing est suspect. C'est arrivé juste après notre audience au tribunal. Une coïncidence, j'imagine. Était-ce vous? Sa voix était tendue. Êtes-vous l'investisseur? Je crains de ne pas pouvoir discuter de mes investissements privés. Accord de confidentialité. Vous comprenez. Si vous avez délibérément saboté notre cabinet. Monsieur Davison, êtes-vous en train de me menacer? Parce que cela semble peu judicieux, étant donné que vous me poursuivez actuellement et que vous êtes en train de perdre. Il resta silencieux un long moment. Que voulez-vous? Je veux que vous retiriez la plainte contre moi. Je ne peux pas faire ça. Marcus est mon client. Alors je ne peux pas vous aider avec votre crise financière. Bonne chance pour trouver un financement de remplacement. J'ai raccroché. Le vendredi après-midi, la situation chez Davison Legal Associates avait atteint un point critique. Le retrait avait déclenché une cascade de problèmes. Sans les 3 400 000 $ de soutien, ils ne pouvaient pas couvrir leur nouveau bail de bureau. Leur nouvelle recrue, engagée spécifiquement pour l'expansion en droit des sociétés, était soudainement insoutenable. Les fournisseurs qui leur avaient accordé du crédit sur la base de leur apparente stabilité financière exigeaient maintenant un paiement immédiat. Le milieu juridique est petit et enclin au commérage. En 48 heures, la rumeur s'était répandue que Davison Legal Associates était en crise financière. Les clients ont commencé à retirer leurs dossiers. Les 2 associés juniors qui les avaient rejoints pendant l'expansion ont commencé à chercher d'autres postes. Mon contact dans le milieu juridique m'envoyait des mises à jour. Gérald Davison essaie désespérément de trouver un financement d'urgence. Chaque cabinet qu'il a approché veut savoir pourquoi son investisseur s'est retiré si soudainement. L'image est désastreuse. Je ne ressentais aucune satisfaction, aucune justification, juste une acceptation calme que les actions ont des conséquences. Samedi matin, Marcus a appelé. Jennifer, qu'as-tu fait? J'ai retiré un investissement qui n'était plus en phase avec ma stratégie de portefeuille. Tu as détruit le cabinet de Gérald. Il parle de faillite. Je n'ai rien détruit. J'ai simplement retiré mon soutien financier.
Si leur modèle économique ne pouvait pas survivre sans un seul investisseur, c'est un problème structurel, pas ma responsabilité. Tu as fait ça à cause du procès. J'ai fait ça parce que financer des entités qui m'attaquent avec de fausses accusations est une mauvaise stratégie commerciale. Ce n'était pas faux. Il s'arrêta. D'accord, peut-être que je me suis trompé sur certains détails, mais tu aurais dû partager ton succès avec moi, avec la famille. Au lieu de ça, tu as tout caché et tu m'as laissé penser que tu avais des difficultés. Pourquoi aurais-tu pensé que j'avais des difficultés? Parce que tu vis dans un appartement normal. Tu conduis une voiture ordinaire. Tu t'habilles normalement. Tu n'agis pas comme quelqu'un qui a 31 millions de dollars. Et ça te dérangeait. C'est bizarre, Jennifer. Les gens normaux avec ce genre d'argent le montrent. Les gens normaux avec ce genre d'argent le perdent souvent. J'ai choisi la substance plutôt que l'apparence. Ce n'est pas bizarre. C'est stratégique. Tu m'as fait passer pour un idiot. Non, Marcus. Tu t'es fait passer pour un idiot en poursuivant ta sœur pour fraude sur la base de zéro preuve et de tes suppositions sur la façon dont les gens riches devraient se comporter. Il resta silencieux un long moment. Gérald veut régler à l'amiable. Il est prêt à abandonner le procès si tu acceptes de réinvestir dans son cabinet. Non. Jennifer. Marcus, je ne vous dois rien, ni à toi ni à Gérald Davison. Vous m'avez poursuivi avec des accusations fabriquées, m'avez fait subir des mois de stress juridique, et avez essayé de nuire à ma réputation. Maintenant, vous faites face aux conséquences. Ce n'est pas mon problème à résoudre. Tu es ma sœur. Alors agis comme si j'étais ta sœur. Abandonne le procès parce que c'est la mauvaise chose à faire, pas parce que tu veux quelque chose de moi. Je ne peux pas me permettre de continuer à me battre. Gérald dit que si nous allons au procès, tu nous enterreras sous les frais de justice. Alors abandonne. Et tu ne réinvestiras pas dans son cabinet? Marcus, même si je le voulais, ce qui n'est pas le cas, pourquoi investirais-je dans un cabinet d'avocats dirigé par quelqu'un avec un si mauvais jugement qu'il a déposé une plainte sans vérifier les faits de base? Gérald Davison est un avocat terrible qui a pris ton cas parce qu'il pensait pouvoir m'intimider pour que je règle à l'amiable. Ce n'est pas quelqu'un que je financerai un jour. Donc, son cabinet fait faillite et c'est entièrement de ma faute. Son cabinet fait faillite parce qu'il l'a construit sur des pratiques financières instables et de mauvaises décisions commerciales. Tu n'es que le catalyseur qui a exposé les problèmes. Marcus m'a raccroché au nez. Lundi matin, Patricia a appelé. Gérald Davison vient de déposer une requête en rejet de la plainte avec préjudice. C'est terminé. Pas de règlement à l'amiable? Pas de règlement. Retrait complet de toutes les accusations. Il a également demandé que le rejet soit scellé, probablement pour minimiser le dossier public de ce désastre. Le juge acceptera-t-il? Probablement. La juge Brennan était déjà irritée par lui. Elle l'approuvera sûrement juste pour vider son rôle. J'ai senti un poids se lever, un poids dont je n'avais pas pleinement conscience. Merci, Patricia. De rien. Pour ce que ça vaut, c'est l'affaire la plus étrange que j'ai traitée. L'avocat du plaignant a détruit son propre cabinet en perdant son procès. Les mauvaises décisions commerciales s'accumulent rapidement. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon bureau, regardant la ville en contrebas. Le procès était terminé. Ma réputation était intacte. Mon capital était de retour. Et mon frère avait appris une leçon coûteuse sur le fait de faire des suppositions. Davison Legal Associates a déposé le bilan dans les 2 semaines. Gérald Davison a dissous le cabinet, licencié tout le personnel, et est retourné à la pratique en solo. Sa réputation dans le milieu juridique était endommagée au-delà de toute réparation immédiate. Les 2 associés juniors qu'il avait rejoints pendant l'expansion ont intenté un procès contre lui pour fausses déclarations lors du recrutement. Cette affaire était toujours en cours la dernière fois que j'ai vérifié. Marcus a perdu son procès, son avocat, et toute la supériorité morale qu'il s'était imaginé avoir. Nous ne nous sommes pas parlé pendant 3 mois après le rejet. Quand il a finalement appelé, sa voix était différente, plus petite, plus prudente.
Je suis désolé, dit-il simplement. J'ai eu tort sur toute la ligne. Pourquoi m'as-tu poursuivi, Marcus? Qu'est-ce que tu pensais vraiment accomplir? Honnêtement, j'étais jaloux. Tu as vendu ton entreprise pour une somme qui change une vie, alors que je me bats encore avec les paiements d'hypothèque et les dettes de carte de crédit. Quand maman est morte et nous a laissé des montants égaux, je me suis convaincu que tu devais avoir pris plus. Que ton succès ne pouvait pas être légitime. Que quelqu'un devait avoir été trompé pour que tu aies ce que tu as. Cela en dit plus sur toi que sur moi. Je sais. J'y ai beaucoup pensé. Je mesurais le succès à ce que les gens pouvaient voir. Les voitures, les vêtements, les maisons, et j'ai supposé que tu avais des difficultés parce que tu n'affichais pas ta richesse. Quand tu es arrivé aux funérailles de maman en vêtements ordinaires, au volant d'une Honda, j'ai pensé que tu étais fauché. J'ai créé toute une histoire qui n'était pas réelle. Tu m'as poursuivi sur la base de cette histoire. Je l'ai fait. Et j'ai détruit le cabinet de Gérald, endommagé ma relation avec toi, et dépensé 30 000 $ en frais de justice que je ne pouvais pas me permettre. Tout ça parce que je ne pouvais pas accepter que ma petite sœur réussisse mieux que moi. Ce n'est pas du succès, Marcus. C'est de l'insécurité. Je le sais maintenant. Nous avons parlé pendant encore 20 minutes. La conversation était maladroite, guindée, mais sincère. Marcus essayait, au moins, de comprendre où il s'était trompé. Avant de raccrocher, il a posé une dernière question. Envisagerais-tu un jour de m'aider? Pas d'argent. Je ne demande pas d'argent, mais des conseils. Je suis en train de me noyer financièrement et je ne sais pas comment m'en sortir. J'y ai réfléchi attentivement. Je vais te mettre en contact avec un conseiller financier, quelqu'un spécialisé dans la gestion de la dette et l'investissement de base. Ce que tu feras de cette information dépendra de toi. Merci. Marcus, ne poursuis pas les membres de ta famille sur la base de suppositions, et ne mesure pas ta valeur en te comparant aux autres. Ce sont les chemins les plus rapides pour détruire ta vie. Je l'ai appris à la dure. J'ai 30 ans maintenant. Mon portefeuille a grandi. J'ai financé 3 autres startups à succès et vendu des participations dans 2 autres. Je siège à 4 conseils d'administration et je suis mentor pour de jeunes entrepreneurs à travers un programme que je finance discrètement. Marcus et moi maintenons une distance cordiale. Il a suivi les conseils du conseiller financier, a consolidé ses dettes et a commencé à se reconstruire. Nous dînons ensemble de temps en temps, maladroitement au début, puis nous nous installons dans quelque chose qui ressemble à une relation fraternelle adulte. Il ne me pose jamais de questions sur mon argent. Je n'offre jamais de détails. Nous parlons de films, d'actualité, et parfois, de maman. Ce n'est pas une relation proche, mais elle est fonctionnelle. Gérald Davison m'a envoyé une lettre 6 mois après la faillite de son cabinet. Elle était brève, manuscrite, et étonnamment honnête. Vous aviez raison. J'ai accepté le cas de votre frère parce que j'avais besoin des honoraires, et j'ai supposé que vous préféreriez un accord à l'amiable plutôt que de vous battre. J'ai fait des suppositions basées sur votre âge et votre apparence plutôt que sur des faits. Ça m'a tout coûté. J'espère un jour reconstruire ma carrière avec plus d'intégrité que je n'en ai montré auparavant. Je n'ai pas répondu. Certaines leçons n'ont pas besoin d'être reconnues. Le milieu juridique fait parfois référence à cette affaire dans des conversations feutrées. Le procès qui a détruit l'avocat du plaignant au lieu de la défenderesse. C'est devenu une fable édifiante sur la diligence raisonnable, les litiges futiles, et les dangers de sous-estimer ses adversaires en se basant sur l'âge ou l'apparence. Je continue de vivre discrètement, d'investir stratégiquement, et de construire une richesse durable. Les gens qui ont besoin de connaître mon succès le savent, tous les autres peuvent faire leurs propres suppositions. Et quand ces suppositions sont fausses, ce n'est pas mon problème de les corriger. J'ai appris quelque chose de précieux à travers toute cette expérience. Le respect n'est pas quelque chose que l'on exige ou que l'on réclame. C'est quelque chose que les gens choisissent de vous donner, ou non. Et quand ils ne le font pas, vous avez parfaitement le droit de retirer votre soutien, financier ou autre, et de passer à autre chose. Ma mère comprenait ça.
Elle ne m'a jamais demandé de prouver mon succès ou de justifier mes choix. Elle avait simplement confiance que je savais ce que je faisais. Elle me manque tous les jours, mais je suis reconnaissante qu'elle m'ait appris que l'estime de soi ne nécessite pas de validation externe. Que le vrai succès se mesure à la tranquillité d'esprit, pas à l'opinion publique, et que parfois, la meilleure réponse aux gens qui vous sous-estiment est simplement de les laisser découvrir la vérité à leurs dépens. Mon téléphone vibre. Une autre présentation de start-up, une autre invitation à un conseil d'administration, une autre opportunité d'investir dans quelqu'un qui me rappelle la jeune femme que j'étais. J'ouvre l'email et je commence à lire. La vie continue. Le succès continue, et les gens qui comptent savent exactement qui je suis.